Nous sommes légèrement au nord-est de Saint-Nazaire, dans le marais de la Brière. C'est le printemps, l'eau est encore un petit peu haute. J'ai donc mis les bottes par confort et par précaution. Et je n'ai pas oublié les jumelles parce que les oiseaux ici se tiennent à distance. Voilà une petite couleuvre à collier. C'est un serpent totalement inoffensif qui ne sait pas mordre pour se défendre. Elle vit ici dans ce marais. Vous la rencontrerez certainement. Laissez-la partir, observez-la, c'est très beau quand on la voit nager. Il nage effectivement très bien ce serpent, à tel point qu'on peut le rencontrer en mer, pas très loin d'ici. Moi j'en ai rencontré à plus de 10 km des côtes. C'est un bon nageur, mais c'est un serpent qui se fatigue néanmoins. Alors pour se reposer, il s'installe sur tout ce qui flotte. Et ça peut être un canard ou une oie. Alors figurez-vous que lorsqu'une couleuvre à collier est surprise en train de se reposer sur un canard ou sur une oie, eh bien ça étonne, à tel point que ça donne naissance à des croyances, à des légendes. Et on prétend même que cette couleuvre se reproduit avec le canard. Ce qui est complètement faux. Mais c'est ce qui explique que dans quelques endroits de France, encore aujourd'hui, on ne veut pas manger les œufs de cane. Dans cette région, il y a quelques 300 millions d'années, les plissements hercyniens fabriquent une montagne, comparable aux Alpes actuelles. L'érosion, le vent, la pluie, les écarts de température ont complètement façonné cette montagne, ils l'ont rabotée. Quand les Alpes sont sorties, elles ont fait un peu le ménage, elles ont soulevé autour d'elles, elles ont fissuré, tordu, elles ont fabriqué des vallées dans ce vieux socle. La mer est arrivée, elle a apporté des sédiments, elle a comblé les failles, comblé les vallées. Aujourd'hui, le paysage que je vous décris existe encore sous mes pieds. Il est indispensable de prendre le temps de découvrir de telles compositions. La forêt de saules et de chênes qui gagne progressivement sur le marais. L'eau libre, la roselière, et juste sur le bord, ici, le tamaris en fleurs au printemps. Ce sont des multitudes de petites fleurs qui donnent ces tons très doux, très rosés sur le bord de cette haie. Le tamaris vit ici parce qu'il s'accommode très bien d'un sol légèrement salé. Pour en savoir encore un peu plus sur la Brière, nous avons invité Paul Burban. Je le vois qui arrive. Bonjour Paul. Bonjour. Je suis en train de faire une balade superbe dans le marais de Brière et je me rends compte que ce marais est en train encore aujourd'hui de se transformer. J'ai l'impression que la forêt est en train de gagner du terrain. Eh oui, la Brière, c'est un pays de cataclysme. Il y a déjà eu la forêt qui a été recouverte, ensevelie par l'eau il y a plusieurs milliers d'années. Et maintenant, du fait des transformations de la vie rurale, la Brière est encore en mutation. Le territoire se transforme, le roseau pousse et bientôt on aura une forêt. Ce ne sera pas une jolie forêt comme autrefois, c'est sûr, mais ça fait partie des mutations, des changements qui se... C'est certain que la Brière va se transformer. La Brière, c'est quand même quelque chose de... C'est pas un pays figé, c'est un pays... C'est pas les eaux dormantes, c'est un pays de résurrection, c'est un pays... Vous savez, moi j'aime la Brière au printemps ou en été quand il y a les feuilles, hein. Mais les peintres la préfèrent en hiver avec la différence des couleurs. Donc c'est toujours vivant. Et c'est un lieu de méditation, hein. C'est pas, comme on dit les auberges espagnoles, tu trouves ce que tu as amené. Là, tu peux venir les mains vides, réfléchir, chercher, je sais pas. Est-ce que c'est son côté mystérieux? Tu
tu trouves quelque chose en toi. C'est une réflexion, c'est une méditation, c'est appelez ça comme vous voulez. Cette image aurait pu être filmée en Amérique tropicale. Tout simplement parce que, à la surface de l'eau dans mon dos, dans la Brière, se répand une petite plante qu'on appelle Azolla fausse fougère. En réalité, il s'agit bien là d'une véritable fougère, puisqu'elle ne se reproduit pas à partir de ses fleurs, mais à partir de spores. Or, il se trouve que cette plante a été introduite ici entre les deux guerres et qu'elle est très abondante. Elle se répand à la surface de l'eau qui lui convient. Il faut croire aussi que le climat lui est favorable. Si elle devient trop importante, si la nappe est trop étendue, trop dense, eh bien les petits animaux qui se trouvent dessous, dans l'eau, risquent fort d'en mourir. Ils ont absolument besoin de soleil. Souvent, bon, on voit des gens arriver comme ça dans cette région. Ce qui les intéresse souvent, c'est ces paysages. Et Dieu sait si ici nous sommes servis. Hein. Les horizontales nous permettent d'embrasser un paysage très grand. Mais le paysage, c'est pas seulement ce que l'on voit. Je dirais même, c'est surtout ce que l'on entend. Hein. Le paysage acoustique, comme je dis souvent aux gens, fermez les yeux et puis écoutez le paysage. Les oiseaux, par exemple, qui sont là, présents partout, même si souvent je rencontre des gens qui me disent « Ah, on est allé en Brière, on n'a rien vu ». Mais je leur dis souvent « Avez-vous entendu ?» Alors, ah oui, effectivement, on a entendu. Alors, voilà, pénétrer la Brière, c'est avant tout une affaire d'oreille, j'ai envie de dire. Vous voyez ici, par exemple, quand on écoute l'ambiance sonore de ce paysage, on voit tout de suite qu'on est un petit peu entre deux mondes, hein, le monde de l'eau et le monde des hommes, le monde boisé, c'est-à-dire la bordure du marais, puisqu'ici nous sommes sur une île de Brière. Là, par exemple, de ce bois humide, là, on entend très très bien les mésanges hein, qui actuellement sont en train de louvoyer là, à la recherche de leur nourriture. Tout au fond, là-bas, dans le sous-bois, alors celle-ci, on ne la voit jamais, mais on l'entend parce qu'elle résonne, la fauvette à tête noire. Un mésange bleu. Alors là, vous avez affaire là un passereau qui est très doué pour le chant. Hein, et une succession de notes très rapides, très sonores, très résonantes et qui explosent à la fin. Hein. C'est très très joli. En randonnant dans le marais de Brière, on ressent de curieuses sensations. On apprend également que l'homme et le roseau ont fait un long bout de chemin ensemble. L'homme récoltait le roseau et la roselière en profitait pour s'épanouir. Aujourd'hui, c'est fini. L'ambiance a changé, l'atmosphère s'est modifiée. Même le paysage évolue. Le roseau possède un dispositif de racines et de rhizomes qui emprisonne les particules de sol, qui se densifient autour de la plante. Au bout d'un moment, cela est suffisant pour accueillir le saule, et puis après, le chêne. Du coup, la forêt remplace tout simplement la roselière.
Il y a 11 000 ans, la mer est quelques dizaines de mètres en dessous de son niveau actuel. Elle remonte et dépose un cordon littoral qui enferme la Brière. Derrière ce cordon, l'eau douce du bassin versant noie la forêt. Il s'installe un marais avec des plantes aquatiques, avec des roseaux qui se décomposent et forment la tourbe. Que reste-t-il de visible aujourd'hui de cette époque? Eh bien, les chemins que nous empruntons, qui sont des chemins sur de la tourbe, mais également des carrés, quelquefois à peine visibles dans ce champ de roseaux, qui sont des trous à mottes. Ce sont les endroits donc qui permettaient l'extraction de la tourbe qui sera brûlée plus tard. Mais il reste aussi dans cette tourbe qui a complètement enveloppé les arbres des fossiles de chêne qu'on appelle ici les mortas. Notre balade en Brière s'achève tranquillement parmi les joncs en empruntant un chemin qui traverse une portion de marais presque colmaté. Mais avant de partir, jetons un petit coup d'œil à la végétation qui commence à s'épanouir. C'est le cas de l'autonie des marais qui flotte entre deux eaux, qui nous montre une jolie fleur blanche. Juste derrière elle, on voit la renoncule d'eau qui elle aussi prend de la proportion. À partir du moment où elle fleurit, elle s'étend davantage. En tout cas, c'est ce que laisse paraître l'œil. Et puis sur la gauche, on aperçoit déjà, et c'est les premiers que je rencontre, des iris en fleurs, des iris d'eau, et juste derrière, le millepertuis, qui lui aussi est très envahissant, mais il n'a pas encore ses fleurs.